Salut camarades! Reprenons le chemin de la verte steppe pour voir les dernières étapes de l'ascension au pouvoir de Temujin, Khan mongol du clan Borjigid, que le monde connaît mieux sous le titre impérial qu'il prendra en 1206, Chinggis Khan. Dernières étapes qui seront aussi cruciales que risquées, puisqu'il a bien failli une fois de plus y passer, sans guère laisser de traces dans l'histoire. Pourtant nous l'avions laissé dans une plutôt bonne position. Depuis son retour dans la steppe, vers 1195-1196, après ses 10 ans d'exil, là, ou de séquestration, ou d'esclavage par les djinns, le mystère plane toujours. Il s'est considérablement renfloué. Il a notamment renforcé son pouvoir en faisant un petit tuto discipline des familles avec la punition exemplaire des clans de ses cousins Jurkin et Taichut. Et surtout, il a équilibré, voire inversé les rôles, avec son suzerain, Thoril Khan de Kereit, en l'aidant à récupérer son trône, son peuple et ses biens, et ce plus d'une fois, à tel point d'ailleurs qu'il a insisté de plus en plus pour se faire adopter, afin d'hériter du prestigieux et puissant Khana Kereit. Second dans la steppe quand même, après celui des redoutables Naiman. Mais évidemment, tout ça ne s'est pas fait sans cristalliser quelques tensions avec le reste jaloux de l'aristocratie de la steppe. Face à sa montée en puissance, et notamment son rapprochement pressant de Thoril, beaucoup, Tatars, Naiman, Merkits, Oirat, Anguirats, Mongols, se sont coalisés autour du grand rival de Temujin, pourtant son frère juré, son Nanda, Jamukha, seigneur du clan mongol des Jadjirad, et ce, dans l'espoir de vaincre le vieux Thoril, mais surtout l'ambitieux Temujin, sans succès jusqu'ici. Mais pour combien de temps ? De fait, il a pris un sacré melon, entre l'éviction des clans rivaux mongols Nirun, donc aristocratiques, des Taichut et des Jurkin, qui lui a donc laissé les mains plus libres côté mongol pour aider Thoril à remonter sur son trône, et l'obtention de celui-ci d'un serment mutuel qui fait d'eux des Anda père-fils, ça marche aussi dans ce sens-là, il espère pouvoir à terme grappiller justement le trône Kereit, et ce alors même que Thoril a déjà un fils héritier, Ilkha Sengum. Et puisque la coalition jalouse qui s'en est suivie a été, malgré toute sa puissance interstéppique, vaincue, il a sans aucun doute revu encore ses ambitions à la hausse. Le Khana mongol, c'est bien. Le Khana Kereit, c'est mieux. Le Khana total, à moins qu'il n'ait vite compris qu'il ne pourrait s'engager sur une telle voie sans devoir d'abord se débarrasser systématiquement de tout rival possible. Il n'est pas le seul dans le coin à être ambitieux et opiniâtre. Quelle pourrait donc être la prochaine étape de sa montée en puissance ? Puisqu'il semble avoir voulu, avec l'éradication des Taichut et des Jurkin, assurer sa position à l'est de la steppe, une cible tout indiquée désormais dans la région, que ce soit en matière de stratégie ou de vengeance, ce sont les puissants et nombreux Tatars Jiun, vivant près de la Mandchourie, à la frontière de l'Empire Jin, dont ils sont parfois des auxiliaires. Et parmi eux, ce sont après les clans Alchi et Chakhan que Temujin en a aujourd'hui. Or, il y a plus d'un grief entre Tatars Jiun et Mongols, et ce depuis longtemps. Déjà, ils se sont récemment foutus sur la gueule, quand le Khan mongol a aidé les djinns à écraser la révolte de certains de ses Tatars en 1196, ce qui a poussé une partie des survivants à rejoindre ensuite la coalition contre Thoril et Temujin pour se venger. Mais bien avant ça, il faut bien dire que ces mêmes Tatars avaient déjà livré vers 1156 Ambakhai, Khan des Mongols, aux djinns pour qu'ils le mettent à mort, cloué sur un âne de bois. Du coup Yisukei, père de Temujin, mongol donc, dans les années 1160, défait une partie des Tatars et bute certains de leurs chefs. L'un d'eux donnera même justement son nom à Temujin. Du coup, les Tatars, dans les années 1170, à leur tour, ont apparemment empoisonné Yisukei. Bref, ils s'aiment pas, quoi. C'est des ennemis naturels, comme les Anglais et les Écossais, ou les Gallois et les Écossais, ou les Japonais et les Écossais, ou les Écossais et les autres Écossais. Maudits Écossais, ils ont détruit l'Écosse. Or, les Tatars Jiun ont beau être assez désunis, ils n'en sont pas moins plus riches, plus nombreux, et peut-être même bien mieux équipés que les troupes de Temujin. Et en ce sens d'ailleurs, leur association avec les djinns doit pas mal aider. Donc si le Khan mongol veut avoir une chance de les vaincre, il doit ainsi s'assurer d'exploiter leur seul défaut en ne faisant pas preuve du même, la désunion. Il va donc s'assurer de la discipline de ses hommes en interdisant que quiconque prenne du butin avant que la bataille ne soit définitivement terminée, en promulguant que le dit butin sera ensuite collectivisé puis équitablement redistribué, et que s'ils sont mis en déroute, ils doivent impérativement se reformer au point depuis lequel ils auront lancé leur attaque. Sur ce dernier point, tout contrevenant sera carrément puni de mort. Le souci, et il le sait, c'est que des ordres pareils, ça passe ou ça casse. De fait, ça contrevient aux coutumes de la steppe, où les hommes se battent pour le butin avant tout, à tel point que ça conditionne souvent le choix qu'ils font de leur seigneur.
Un peu comme chez nous à l'époque, hein, où un seigneur se doit de généreusement entretenir et rétribuer ses hommes, sinon il passe à un autre seigneur. Vous voulez que je vous refasse le détail de la vie de Tancrède pendant la première croisade ou... Non, parce qu'on peut, hein. Non, j'ai pas dit ça. Attendez 5 minutes. On a ainsi vu par exemple Jamoucha, une fois sa coalition vaincue, piller le camp de ses anciens alliés pour éviter de perdre l'appui, voire le contrôle, de son propre clan, les Djadjerad. Et il en va de même pour les aristocrates et dignitaires subordonnés à un khan. Mieux placés que les simples pélos, ils ont l'habitude de se réserver tout ce qu'ils trouvent, à l'exception d'une part réservée au khan, justement. Et c'est précisément avec ces gonzes-là que ça va coincer. Ainsi, Altan Ochegin, cousin germain de Yisukei, Daritai, frère de Yisukei, qui doivent donc plus être tellement jeunes puisque Temujin lui-même il a dans les 40 piges, et la génération de leurs enfants, et Khucharbeki, cousin germain de Yisukei, se croient d'autant plus au-dessus de cet ordre que ce sont eux qui lui ont permis de devenir Khan des Borjigid en 1186, et ce alors même que leur place dans la hiérarchie aristocratique était plus élevée que la sienne. Mais bon, les gars, c'est comme pour Jamoucha, hein, puisque Temujin était en meilleurs termes qu'eux avec le puissant Tauril, et surtout bien plus populaire qu'eux. C'est lui le Khan. Je dirais que le problème dans ce cas-là, c'est d'ailleurs le problème le plus fréquent en politique, c'est la connerie du peuple. Il va vouloir que ce soit lui et pas un autre. C'est pour ça. Non, on le laisse être roi. Ah non, mais j'ai bien réfléchi, on n'a pas le choix. Et nous, on se recycle dans le fromage de chèvre? Ah non, mais nous, on serait toujours roi de nos bleds. Mais il y aurait un connard au-dessus de nous, quoi, voilà. Ah non, mais ça me fait mal, rien que de le dire, hein, attention, hein, voilà. Donc en janvier 1202, tandis que la bataille tant attendue fait rage entre Tatars, Djioun et Mongols, à Dalan-Nemurges, près de la Khalkha, nos 3 larrons, parfaitement conscients que les Tatars sont réputés pour leur richesse, s'arrêtent sans scrupule pour piller un campement tatar, quand bien même Temujin le leur a interdit. Limite exprès parce que Temujin le leur a interdit. Bon, ça n'empêche pas la victoire mongole pour autant, mais il ne peut pas laisser l'affront impuni. Il doit faire un exemple. Il envoie donc 2 de ses 4 chiens féroces, ses commandants d'élite, Djebe et Rubilai, à ne pas confondre avec le petit-fils de Temujin qui s'appelle Rubilai, mais qui n'est pas encore né, et qui n'est pas un poulpe. Poulpe, encore né, bon bref. Il envoie Djebe et Rubilai reprendre à Altan, Khuchar et Daritai ceux qu'ils ont capturés. Ça n'a pas dû aider leur loyauté déjà branlante, puisqu'on les retrouve ensuite chez Tauril, en train de foutre la merde entre Tauril et Temujin. Au moins, l'essentiel des Tatars Djioun, entre l'expédition de 1196 et celle-ci, est-il désormais vaincu, ou presque. Il semblerait que les derniers d'entre eux soient retranchés dans leur camp fortifié, encerclés par les Mongols. Chez ces derniers, un conseil familial Borjigin réduit, et donc secret, se réunit alors à part dans une tente pour décider de leur sort. Sans grande surprise, hein, à l'instar du sort réservé plutôt aux Tayichut, ce sera l'extermination. En même temps, on n'oublie pas, on pardonne pas, hein, ne serait-ce qu'en représailles de ce qu'ils ont eux-mêmes fait à l'époque à Ambachai puis à Yisukei. Il est ainsi décidé que ceux qui seront plus grands qu'une roue de chariot seront massacrés. Autrement dit, à l'exception des gamins et des femmes, parce qu'on n'est pas des sauvages, on va tous zigouiller. Après, rassurez-vous, les Tatars vont quand même avoir droit à un barou d'honneur. Ah non, hein, pas parce que Temujin, respectant les ennemis jurés de son peuple, leur laisserait la possibilité d'une mort honorable. Non, il a bel et bien décidé de les faire égorger un par un. Non, parce que son demi-frère Belgutei, très fort, sans doute très gentil, mais alors, pas fut-fut, en sortant de la tente où le conseil a lieu, est abordé par Yekecheren, l'un des seigneurs tatars vaincus, qui lui demande quel sera leur sort. Et il répond, ce con. Résultat, Yekecheren fait passer le mot aux captifs tatars, qui visiblement se barricadent, obligeant les Mongols à leur retaper sur la gueule pour les maîtriser une seconde fois, non sans pas mal de pertes. Pire encore, sachant que dans tous les cas ils vont y passer, ordre a été donné par milliers tatars de se planquer un sur un dans la Manche afin de zigouiller chacun au moins un Mongol, histoire qu'ils leur servent de coussin dans l'éternité. Brave Belgutei, toujours serviable. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Sans surprise, Temujin décide dès lors de virer Belgutei de son conseil. À chaque fois que celui-ci aura lieu, il attendra dehors et passera le temps en jugeant les litiges à 2 ronds, les larcins et autres petites conneries. Après, je trouve quand même ça bizarre. Comment les Tatars auraient-ils pu dresser une barricade ou se fortifier dans un camp, et encore mieux garder une lame sur eux sans que les Mongols ne les suent, alors qu'ils sont supposés être vaincus et captifs, encore une fois? Ne faudrait-il pas plutôt imaginer que les Tatars, pas encore complètement vaincus, mais bel et bien déjà retranchés dans leur camp, voire même dans une forteresse, puisque les nomades, contrairement à une idée répandue, en possédaient quand même, et savaient très bien les assiéger. D'ailleurs, on y reviendra, ils n'ont pas eu besoin des ingénieurs chinois ou arabes pour ça. Eh bien,
attendait justement l'assaut final alors discuté dans cette foutue tente avant d'apprendre, moins par une bévue ou du moins une gentillesse de Belgouteil que par une bravade de celui-ci fanfaronnant face à leur barricade, qu'ils vont tous y passer. Ce qui leur évidemment donne un petit peu de pêche et leur laisse le temps surtout de dissimuler chacun un schlass sur eux. En tout cas, une fois Belgouteil interdit du conseil, ce qui mine de rien arrange peut-être aussi parfaitement Temujin, puisqu'ainsi il écarte définitivement la branche de ses demi-frères, après avoir enfant buté l'aîné, Bekter. Et une fois les guerriers tatars massacrés, on répartit les femmes et enfants de ceux-ci entre les Mongols. Temujin prend ainsi pour femmes les 2 filles du seigneur vaincu tatar, Yekecheren. D'abord Yisuken, qui lui parle ensuite de sa sœur qui est encore plus belle qu'elle, mais qui n'est pas là à ce moment-là, et qui s'appelle Yisui. Ah bah oui, hein, Yisui là, Yisui pas là. Mais un jour, selon l'histoire secrète, tandis qu'il est posé à la fraîche avec les 2 frangines à boire du khroumis, du lait de jument fermenté, l'une d'elles, des femmes, hein, pas des juments, Yisui, réputé pour sa grande beauté, soupire profondément. Soucieux, il réfléchit, puis demande à ce qu'on répartisse tous les individus de son camp en fonction des familles auxquelles ils appartiennent. Ainsi fait, seul un beau jeune homme se retrouve isolé au milieu des groupes. Interrogé, celui-ci, un jeune tatar, explique qu'il devait autrefois épouser la princesse, puis qu'il a fui pendant l'attaque mongole ayant pris peur, c'est assez normal, avant de revenir désormais en pensant passer inaperçu maintenant que les choses se sont tassées. Alors, Temujin, grand prince, tac, le fait décapiter comme les autres. Déjà, on va pas faire d'exception, hein. On a dit qu'on tuait tous les Tatars qui étaient plus grands qu'une roue. Alors à moins qu'elle ait voulu se maquer avec un abo, bah voilà. Et puis de toute façon, en amour, on n'est jamais trop prudent. N'empêche que l'ambiance doit être sympa au paradis tatar. Disons, elle est maquée à un jaloux, ta nièce. Je faisais un brin de Cosette, le genre réservé, tu me connais, mousse et ventre. Là, tout d'un coup, qu'un petit cave est venu me chercher, les gros mots et tout. Après, le Mongol peut aussi être doux et romantique, hein. Ainsi, Temujin demande à son frère Khassar, qui a lui aussi pris une femme tatare en mariage, de tuer de sa main 1000 guerriers tatars. Mais voyant à quel point cela fait de la peine à sa toute nouvelle femme, Khassar fait un geste. Il va pas lui pourrir sa lune de miel. Donc il en cache la moitié, et évidemment, bute les 500 autres. Comment ça reste horrible? Bon, en tout cas, ça plaît pas à Temujin, qui aime pas trop qu'on lui désobéisse, et qu'on lui chie dans les bottes de manière générale. Ce que Khassar fait parfois un peu trop souvent. On va avoir l'occasion d'y revenir. C'est pas parce que c'est son frangin qu'on va tout lui passer. Enfin, ça aussi, on y reviendra. Dans tous les cas, le Khan Borjigid a désormais enfin ses arrières suffisamment dégagées à l'est pour se tourner résolument vers l'ouest, et donc vers les Karait et les Naiman, principalement. Mais entre la coalition, les Taïtchout et maintenant les Tatars, il vient certes d'accumuler beaucoup de prestige martial et de renommée, mais enfin il a aussi laissé pas mal de plumes. Il va avoir besoin de temps pour se refaire. Moins lui que sa puissance militaire, hein, évidemment. Donc plutôt que d'utiliser la manière forte, qui de toute façon ne serait pas le moyen le plus légitime, il va tenter une autre approche pour resserrer son emprise sur le trône Karait, s'appuyant sans doute précisément sur son nouveau prestige. Après avoir été plus ou moins adopté par Toril, dans une forme d'Anda donc, il propose que son fils aîné, Jochi, épouse la fille de Toril, Jaur Beki, tandis qu'une de ses filles à lui, Hwajin Beki, épouserait le fils d'Ilkhasengum, lui-même fils de Toril. Rien de tel qu'une bonne vieille politique matrimoniale pour se rapprocher d'un trône. Alors, là, voilà. Elle comme ça, lui, clac. Là. Ça, là. Sauf que là, c'est peut-être un petit peu trop. Ilkhasengum, quand bien même Temujin lui a par le passé sauvé les miches, hein, ça c'est vrai, est furieux de ce qu'il considère comme une insulte vu leur différence de rang. Peut-être aussi parce qu'il connaît les rumeurs sur la potentielle bâtardise de Jochi, né quand sa mère Börte était en captivité chez les Merkites. Merkites qui sont quand même les ennemis jurés des Karait et surtout de Toril en particulier. Donc, maquer sa frangine, non seulement à une famille moins prestigieuse que la sienne, mais en plus à un bâtard dont le vrai père a de fortes chances d'être un ennemi de son peuple, bof. Bref, il envoie sèchement bouler Temujin, qui, nous dit l'histoire secrète, en perd dès lors son affection pour Toril et son fils.
Ilkha Sengoum l'envoie d'autant plus chier que les deux ont parfaitement conscience à l'époque, vu l'âge de Tooril, que le trône se joue désormais entre eux. N'en déplaise à Jamukha. Et ils ne sont pas les seuls. Sengoum est soutenu en ce sens par une bonne partie des aristocrates de la steppe, moins par fidélité à la famille de Tooril que par opportunisme. On verra qu'ils n'auront guère de scrupules ensuite à chercher à se débarrasser eux-mêmes du vieux et de son fils. Mais pour le moment, ils sont toujours à l'affût d'une alliance contre l'ambitieux mongol, notamment depuis que leur précédente coalition a échoué. Fin 1202, certains d'entre eux se réunissent donc autour d'Ilkha Sengoum, notamment Jamukha, évidemment, seigneur des Mongols Jadjirad, Alfanochigin, Khucharbeki et Daritai, tous trois parents du Khan mongol. Ils promettent ainsi à l'héritier Kereit, en cas d'attaque conjointe, de défoncer les Borjigids. Pire, selon le Yuanche, ils excitent même l'inimitié naissante entre les Kereit et le Mongol. Ainsi, Temujin, puisque les mariages ont foiré, qu'à cela ne tienne, il ne va pas non plus se vexer éternellement pour ça, il trouvera un autre moyen pour mettre la main sur le trône Kereit, vous pouvez lui faire confiance pour ça. En revanche, autant continuer le reste, il envisage donc d'aller taper sur les Naiman avec Tooril. Sauf que Jamukha, toujours prêt à foutre la merde, il dit à Tooril qu'on ne peut pas faire confiance aux Borjigin, l'incitant à déplacer voire à retirer ses troupes, et va voir aussi Ilkha Sengoum pour lui dire que Temujin communique en fait avec les Naiman contre les Kereit. Plus soupçonneux que jamais, et fort de ses nouveaux ralliements mongols, Ilkha Sengoum tente alors de convaincre son père de les suivre contre Temujin. Mais Tooril est d'autant moins chaud que Temujin, intéressé par son trône ou pas, l'a dans les faits toujours soutenu. Puis ça doit pas être très rassurant de voir que son fils est suffisamment con non seulement pour croire la parole de Jamukha, mais en plus pour venir essayer de le convaincre d'en faire autant. Parce qu'on la connaît à force, la girouette Jadjirad. Oui, alors, pourquoi? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer. Qui plus est, Temujin tente alors lui aussi de s'allier Tooril, en lui rappelant que son fils a déjà comploté pour lui chipper le trône dans le passé, et que globalement, il vaut pas tripette. Puis il lui rappelle aussi qu'ils ont des serments en cours, faut pas déconner. Du coup, Sengoum surenchérit à son tour. Vu la place que prend déjà Temujin dans la steppe, qu'adviendra-t-il de leur famille et du Khana Kereit si difficilement unifié par Kuriakus, le père de Tooril, quand ce dernier sera très vieux, et à plus forte raison quand il mourra? Complexe dilemme pour Tooril, entre un fils légitime, relativement peu digne de confiance et qui n'a pas l'air très apte à régner, et un fils adoptif, certes trop ambitieux, à qui il a pourtant juré de se consulter l'un l'autre avant toute opération militaire, et ce à plus forte raison l'un contre l'autre. Et à qui il doit surtout, qui plus est, d'avoir retrouvé son trône plus d'une fois. Bref, Ilkha Sengoum, sentant qu'il ne tirera rien du vieux schnock, se barre alors en claquant la paroi de feutre, littéralement. Tooril, la mort dans l'âme, pour éviter tout de même la rupture totale avec son fils légitime et héritier, consent simplement à lui laisser toute liberté d'action. Oui bon, ça c'est la version de l'histoire secrète, donc évidemment, c'est pas la plus objective. Rappelons-nous que Tooril aussi cherchait à se débarrasser de son encombrant vassal mongol. Il l'a quand même un jour invité à un banquet pour mieux le neutraliser, voire le buter. Cela dit aussi, ne pas prendre part à la décision pour ne pas se parjurer et se mettre en retrait, peut-être même au prétexte de son grand âge d'ailleurs, tout en laissant son fils prendre les rênes et faire tout le sale boulot, ça lui ressemblerait assez au vieux Grigou. D'autant plus que, dès lors qu'on sort de l'histoire secrète et de la propagande impériale mongole habituelle, on a un son de cloche un peu différent. Marco Polo, par exemple, dans son Devisement du monde, nous dit qu'il a appris, par tradition orale, que c'est Tooril qui s'est senti profondément insulté par cette proposition de mariage, rappelant qu'il est le seigneur de Temujin, que celui-ci est son vassal, et qu'il préférait cramer sa fille vivante plutôt que de la maquer à un rejeton d'une famille de bouseux. C'est vrai que ça paraît plus cohérent. Écoutez, mon petit vieux, vous êtes bien gentil, mais j'avoue que j'envisage pour ma fille un mariage plus reluisant. On m'avait dit que vous aviez l'intention de lui donner une dot de 40 millions. Qui vous a dit ça? Mais elle-même? Alors, premièrement, c'est absolument faux. Deuxièmement, je trouve votre mentalité un peu particulière de vouloir épouser ma fille dans le but de faire une bonne affaire. Pour autant, ni lui ni Ilkha Sengoum ne sont assez cons pour chercher le conflit ouvert tout de suite. Surtout qu'on peut imaginer que pour avoir combattu aux côtés du Mongol, ils savent que c'est pas là qu'ils ont le plus de chances de faire mouche. Leur armée a beau être bien plus puissante que la sienne, il est bon,
très bon. Et pour peu qu'il trouve du soutien chez les djinns, ça va vraiment être la panade. Mieux vaut donc l'amadouer et le piéger, puisque Temujin semble parfois prendre un peu trop la confiance, surtout depuis ses derniers succès. Début 1203, le Khan des Borjigid reçoit ainsi un message d'Ilkha Sengoum lui disant qu'il a changé d'avis et qu'il le convie à un grand banquet de fiançailles. Temujin, super content de ce revirement de situation, tombe dans le panneau et ne part qu'avec une dizaine de compagnons, voire que 2 pour Rashid ad-Din. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça pue pas du tout le final cloué sur un âne de bois, façon Ambarai, ou empoisonné façon Yisukei. Ou alors c'est précisément un motif littéraire mongol, le chef brillant et rusé, mais alors d'un coup super con quand on lui parle mariage. Non, parce que, au-delà du fait qu'il doit quand même savoir que c'est effectivement comme ça, comme Bahai et Yisukei son père y sont passés, c'est quand même la 2e fois que les Kaleits l'invitent à un banquet pour mieux lui faire la peau. On se réveille, Temujin, on connecte, hein, on descend de ses grands chevaux, de ses moyens chevaux, alors dans ce cas-là, on va dire, et puis voilà, réfléchis platement aux choses, pose les choses. Heureusement, il s'arrête en chemin pour passer la nuit chez Munglik, du clan Ronkrotan, qui était autrefois un Neuker, un compagnon donc, de son père Yisukei, justement, qui lui dit qu'il devrait peut-être se méfier un peu de Sengoum et de son daron, qui n'en seraient pas à leur premier coup vicelard. Et pouf, Temujin redevient intelligent et méfiant, dis donc. À moins, selon le Yuan Shi, qu'il y réfléchit tout seul en route, trouvant la proposition Kaleit finalement un peu bizarre. Dans tous les cas, il envoie 2 de ses gonzes à sa place pour assister au banquet et retourne chez lui. C'est quand même pas super classe de sa part, hein, les mecs qui sont donné du mal pour faire le banquet. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Du coup, tout est à refaire pour les Kaleits. Toril, Ilkha Sengoum, leurs officiers et dignitaires, et les seigneurs mongols alors à la cour, dont le vieil Altan, Khuchar, Daritai, Jamukha, et, c'est important, un autre seigneur mongol, petit-fils lui aussi de Khabul Khan, donc faisant partie de la haute aristocratie mongole, un certain Yekecheren, oui, comme le seigneur tatar, je sais, c'est pas pratique, se réunissent. Puisque Temujin n'est plus dupe de leurs intentions, ce qui risque à un moment donné de salement leur retomber sur la gueule, autant aller le chercher directement par la peau du cul dans son camp et lui faire la peau. Le souci, c'est qu'un peu façon Belgoutei, le dit Yekecheren revient ensuite dans sa tente pour en discuter avec sa femme, qui, plus prudente et fine que lui, comme le sont souvent les femmes par rapport aux hommes, lui dit qu'il ferait peut-être mieux de la boucler. On pourrait les entendre. Et de fait, l'un de leurs éleveurs de chevaux, Badai, surprend malgré lui la conversation. Badai va donc voir son frère, vous savez ce qu'on dit, hein, Badai, 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 il arrive en courant derrière moi. Son frère s'appelle Khishlik, et non pas Kishlik, parce que Kishlik du haut du mât, je vais arrêter cette blague. Badai va voir son frère Kishlik, qui décide d'aller vérifier en fouinant à son tour. Tombant sur le fils de ses maîtres en train d'aiguiser des flèches, les pointes hein, évidemment, pas les plumes, il l'entend dire à ses parents qu'il ferait mieux de fermer leur claque-mère de tous les deux, et d'avoir carrément la langue tranchée. Il ne faudrait pas que ça se sache. Oui, pas de doute possible, quelque chose se trame. Badai et Kishlik décident donc de partir la nuit même afin d'aller prévenir Temujin. Une fois averti pourtant, celui-ci ne se prépare pas du tout au combat et préfère juste partir vers les monts Mahou, près de la frontière Jin, sans doute pour aller chercher chez eux des armes, des hommes et du ravitaillement. Il ne part d'ailleurs qu'avec ses plus fidèles compagnons et en abandonnant pour le moment l'essentiel de son camp et de ses gens pour pouvoir voyager léger. Et tout ça n'a selon moi rien de surprenant, ne serait-ce que pour cette même raison qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Après les guerres qu'il a menées ces derniers temps, il n'a pas encore complètement refait ses forces. Et puis même sans ça, l'armée Kaleit, 2e de la steppe après celle des Naiman, c'est autre chose que les Taïchut ou les Tatars, surtout pris clan par clan. Alors oui, c'est vrai, il a défoncé la coalition. Mais enfin, pourquoi il a défoncé la coalition ? Parce qu'il était avec les Kaleit, justement. Il met donc en place des patrouilles derrière lui, avec Jelmeh pour assurer l'arrière-garde, et se pose au sable de Khala Khaljit, quand on lui apprend soudain que derrière eux se rapproche rapidement un grand nuage de poussière. Leurs ennemis, ayant constaté qu'il n'était pas dans son camp, sont déjà à leur trousse, bien supérieurs en nombre, et dirigés par Toril, Ilkha Sengoum, Jamukha, Altan, Khuchar, Daritai, Yekecheren et tant d'autres. Temujin a beau être charismatique, ça va être compliqué de motiver ses troupes là. Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! De fait, il y a du beau monde. Les meilleurs des guerriers Kaleit marchent ainsi en avant,
D'abord, l'élite de l'élite, le clan Jirgin, ou Jurkin, à ne pas confondre avec le clan Jurkin des Mongols, que Temujin a déjà vaincu. Leur nom signifie dans les deux cas les dorés, pour signifier justement leur importance, leur noblesse, leur rang dans la hiérarchie, etc. Derrière eux, dans la hiérarchie des corps d'élite, mais aussi dans l'ordre de marche de la bataille, viennent le clan des Tumen Tubeged, puis celui des Donkraïtes, puis les 1000 gardes du corps de Toril, et enfin seulement le gros de l'armée. Oui, ça pue, hein. Face à ça, ne pouvant plus guère éviter le combat, Temujin prend conseil avec ses lieutenants. Parmi eux, à la tête de ses propres troupes d'élite des clans Mankrut et Urut, deux clans majoritairement passés au Tayichut autrefois, et dont certains traînent encore en face parmi les ennemis de Temujin, on trouve deux seigneurs qui lui sont restés malgré tout fidèles. Huyeldar, des Mankrut, Anda lui aussi de Temujin, et Djurchedei, des Urut, qui viennent peut-être même tout juste d'arriver, au dernier moment, avec leur cavalerie, pour lui sauver les miches. Oui, j'aurais pu mettre un extrait du Rohan devant Minas Tirith, mais j'ai déjà mis trop d'extraits. Si le Khan mongol demande d'abord au second, Djurchedei, de partir à l'avant-garde face aux Jirgin, oui, je vais les appeler Jirgin pour vous simplifier la vie, suis-je sympathique. Le premier, Huyeldar, n'attend pas la réponse de son collègue et s'empresse de se proposer à ce poste, demandant simplement à ce que son Anda Temujin veille sur ses enfants si jamais il doit lui arriver malheur. Évidemment, s'étant fait voler la vedette et ne voulant pas être en reste, le chevaleresque Djurchedei renchérit et propose de l'accompagner à la tête de l'armée. Si dans un premier temps la charge des Mankrut et Urut permet de vaincre les meilleures troupes de Toril, les fameux Jirgin, au point peut-être même de permettre à Huyeldar et ses guerriers de faire une percée à travers l'armée ennemie pour mieux la prendre à revers, côté Kereit, les Tumen Tubeged chargent à leur tour et brisent l'élan des Mankrut. Pire, Huyeldar est grièvement blessé et mis à bas de son cheval par le seigneur des Tumen Tubeged. J'ai conscience que vous n'êtes pas tellement bouleversé dans la mesure où vous venez d'apprendre son existence, mais j'essaie de faire du lyrisme avec ce que j'ai, moi. Le coup est dur pour l'armée mongole. Les Urut de Djurchedei, bientôt suivis du reste des troupes de Temujin, prennent alors le relais et mettent en déroute aussi bien les Tumen Tubeged que les Donkraïtes qui les suivent. En face, furieux, Ilkhasengoum, sans attendre les ordres de son père, charge à son tour, sans doute avec le gros de l'armée Kereit. Mais Djurchedei, une fois de plus, sauve la journée en le blessant d'une flèche à la joue, ce qui le jette à bas de son cheval. Un vent de panique et de désordre souffle alors chez les Kereit, dont les Mongols profitent pour se tailler, en portant le brave Huyeldar blessé avec eux. Bon, l'histoire secrète, le Yuan She et le Shengwu Qingzhenglu ont plutôt tendance à présenter ça comme une victoire. Mais enfin, Rashid ad-Din fait tout de même dire à Temujin que si la flèche de Djurchedei avait pas claqué la bise à Ilkhasengoum, ils auraient été dans une sacrée merde. Donc pour trancher, oui, c'est une victoire, dans la mesure où ils ont réussi à ne pas tous se faire fumer, ce qui n'était pas gagné initialement. Heureusement donc qu'il y a eu Djurchedei et le suicidaire Huyeldar. Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? La suite, dans tous les cas, ne nous les montre pas très glorieux, nos Mongols. À la tombée de la nuit, à bonne distance du champ de bataille, ils tâchent de se rassembler, mais beaucoup manquent à l'appel, qu'ils soient morts ou qu'ils aient déserté dans le camp d'en face, en voyant tout simplement le revers de fortune de Temujin. Mais manquent surtout deux de ses 4 étalons, les meilleurs lieutenants donc, Borhul, l'un des plus vieux compagnons, et Borchu, le plus vieil ami et le plus ancien nœud-cœur de Temujin. Pire encore, nulle trace non plus de son frère Khassar, qui est peut-être même allé faire un tour du côté des Kereit, pas plus que Dögedei, son 3e fils, alors âgé d'environ 17 ans à peine. Bien évidemment, il refuse de les abandonner, et ordre est donné de les attendre sur le pied de guerre au cas où les Kereit les poursuivraient, bien qu'ils aient peu de chances de survivre à un nouvel assaut, ce dont ils sont tous parfaitement conscients. La nuit se passe donc dans l'angoisse, quand à l'aube, un cavalier apparaît. C'est Borchu, dont le cheval a été abattu pendant la bataille, mais qui est parvenu à en voler un ensuite à des Kereit s'étant arrêtés eux-mêmes pour rejoindre Ilkhasengoum blessé. Ému de retrouver son ami d'enfance, le premier à l'avoir rejoint à l'époque comme compagnon, Temujin se frappe la poitrine en remerciant le ciel. Mais toujours aucun signe ni de Borhul, ni de Khassar son frère, ni de Dögedei son fils. Malgré l'urgence et le danger, ordre est maintenu d'attendre. Peu après, néanmoins, un autre cavalier solitaire apparaît, c'est Borhul, du sang au coin des lèvres. Et il n'est finalement pas si solitaire que ça. Derrière lui, en croupe, se tient Dögedei, qui est quand même salement blessé au cou, ce qui explique la bouche ensanglantée de Borhul, qui a tenté tant bien que mal de vider la plaie. On avait déjà vu Jelmeh faire de même pour Temujin.
Dites les gars, je sais que les flèches sont souvent empoisonnées dans la steppe, mais il faudrait peut-être arrêter le tir 2 minutes avec les léchouilles sur les plaies dans le cou, ça va finir par être suspect. Oh, how stupid of me. Oh, it's worse than I thought. I must have nipped the vessel. Temujin, le Khan mongol, voyant son fils blessé, laisse échapper quelques larmes amères avant d'ordonner de faire un feu afin de cautériser la plaie, quand bien même cela pourrait révéler leur position au Kereit. Même si en réalité ils ne risquent rien. Comme le lui confirme Bolokhul, le nuage de poussière de l'armée ennemie est parti à l'opposé. Toril, sans doute furieux de voir son fils blessé à la joue, peut-être même gravement, a certes dans un premier temps voulu poursuivre Temujin pour le finir, mais l'un de ses commandants, et selon l'histoire secrète Jamukha avec, l'en dissuade. À quoi bon? Le Mongol est vaincu. L'essentiel de ses troupes semble être décimé ou avoir déserté dans le camp Kereit, auprès des aristocrates mongols rivaux de Temujin, Jamukha, le vieil Altan, Khutchar, Daritai, etc. A l'inverse, le fils héritier de Toril, Ilkhasengum, est blessé. Et sa mort, vu le nombre de rapaces à travers la steppe convoitant le trône du vieux Khan, est une menace plus grande pour les Kereit que le Borjigin isolé qui vient de se manger une sacrée trempe. Et alors de fait, côté rapace, il y a du monde. Il semblerait que, désormais ainsi renforcé d'une partie des troupes de Temujin, Jamukha, Altan, Khutchar, suivi d'autres aristocrates, jusqu'ici pourtant vaillants soutiens d'Ilkhasengum et de son vieux père, songent déjà à renverser le vieux père en question à leur tour. Ce qui n'a pas grand-chose d'étonnant puisqu'on les a déjà vus chercher à l'évincer, voire lui faire frontalement la guerre par le passé, notamment quand il était aux côtés de Temujin. Jamukha aurait même, selon l'histoire secrète, joué un double jeu pendant la bataille de Khalakhaljit, prévenant Temujin de la composition de l'armée Kereit. Peut-être ainsi cherchait-il à affaiblir ses deux principaux rivaux pour mieux s'imposer ensuite. Donc autant les autres ne réfléchissent à un complot peut-être que depuis la défaite de Temujin à Khalakhaljit, autant on peut être sûr que Jamukha n'a toujours pensé qu'à ça. Ça c'est bien gentil, mais à quel moment on trahit? Dans les premiers temps? Ou bien vous préférez laisser couler un peu d'eau sous les ponts? Mais à quel moment on trahit on trahit qui? Attendez. En fait, ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est pas en prévision d'autre chose. On se range derrière lui, mais il n'y a pas de coup fourré. Ah bah moi après je sais pas, si vous voulez prévoir quelque chose... Non, mais d'accord, pourquoi pas? Bref, avec tout ça, Toril a donc mieux à faire que courir après Temujin en trop fâcheuse posture pour être une vraie menace. Bon après évidemment, nous on sait qu'il va survivre, notre Mongol, et puis son fils Ögedei aussi, puisqu'il succédera à son père à la tête de l'Empire en 1229. Le suspense est donc moindre. Mais il est vrai tout de même que pour le moment, le Khan Borjigin est vraiment pas au top. Toute l'œuvre patiente de ces dernières années semble même carrément à refaire. Il n'a plus avec lui que 2600 à 4600 gonzes, son prestige vient de prendre un sacré coup, et plus triste encore, son vaillant Tanda Huyildar des Mankrut ne survivra pas longtemps à ses blessures. Bon, parce qu'il ira chasser malgré son état et les avertissements de Temujin, ce qui fait empirer ses blessures, c'est un peu con. Bref, dans tous les cas, dans ces conditions, Temujin a intérêt à aller se planquer quelque part et à faire profil bas. Avec ses quelques milliers de fidèles, le Khan Borjigin se dirige d'abord vers Dalan Nemurges, où, ironie du sort, il se couvrait encore tout récemment de gloire face aux Tatars. Il part ensuite vers le lac Baljuna, un lieu mal identifié mais qui doit se situer au sud-est de la Mongolie, vers la frontière Jin. Il a peut-être encore en effet une chance de trouver des appuis chez ceux-ci, que ce soit pour un soutien financier ou militaire, ou alors pour l'accueillir en exil si les choses continuent à empirer. Enfin, à condition qu'ils ne le considèrent pas eux aussi comme définitivement vaincu, et juste bon à clouer sur un âne de bois. Oui, aujourd'hui j'ai décidé que j'aimais bien l'âne de bois, je sais pas, c'est exotique, on se figure mal ce que ça représente, t'en penses quoi toi? Bref, l'endroit, le lac Baljuna, semble marécageux et assez inhabitable, de ce que disent les sources, mais le Khan Borjigin il en a rien à péter, il ne se laisse pas démonter. Patiemment et longuement, pendant 1 an, nous disent certains, pendant 3-4 saisons plutôt apparemment, malgré l'inhospitalité du lieu, il va chercher une fois de plus à se refaire, reconstituant ses forces, ralliant ceux de ses hommes qui ont pris la fuite mais n'ont pas déserté chez l'ennemi, et surtout, tissant patiemment un nouveau réseau d'alliances. Ah, il lâche pas, pire qu'un Morbak. Typiquement, il tente de se rapprocher à nouveau des Hongirat, vaste clan du Urlukin indépendant et aux nombreuses ramifications. Et ce, même si ces derniers temps, ils ne sont pas du tout en bons termes.
à tel point que ceux-ci avaient finalement rejoint la coalition de Jamoucha contre lui à l'époque. Sauf que cette inimitié n'est pas de son fait, mais de celui de son frère Khassar. Selon le Yuan Shi, voyant un jour passer les Ongirat et ne connaissant pas leurs intentions, dans le doute, il décide de leur péter la gueule. Ce qui les pousse précisément à rejoindre la coalition de Jamoucha alors en formation, alors que les gars s'apprêtaient tout juste à rejoindre Temujin. Ils étaient en route pour ça quand il leur a pété la gueule. Alors les sources essayent bien de pas trop le charger non plus, puisqu'il fait partie de la famille impériale, mais enfin bon. Je veux pas dire, mais c'est un mec qui a vraiment plein de qualités. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Bref, le Khan Borjigin récupère habilement les conneries de son frère pour les faire revenir de son côté. Après tout, Ongirat et Mongols sont souvent liés par mariage, puisqu'Oelun, sa mère, et Berté, sa femme, viennent de sous-clan Ongirat. Il peut aussi faire jouer la carte de son massacre des Tatars, puisque ceux-ci sont aussi des ennemis des Ongirat. On a vu les Tatars avant 1196, en tant qu'auxiliaires des djinns, leur faire la guerre. Ainsi, les Ongirat, ou du moins une partie, dirigée par le seigneur Terge Amal, acceptent d'entrer dans l'orbite Borjigin. C'est une victoire. Temujin l'en remerciera en lui offrant une de ses filles en mariage. Mais Terge Amal lui répondra qu'il n'en veut pas, parce que, je cite, elle ressemble à une grenouille et à une tortue. Ça fout un léger froid entre eux, je vous le cache pas. Mais du coup, Temujin, toujours spécialiste des une pierre deux coups, en profitera pour buter Terge Amal et le faire remplacer par un autre seigneur Ongirat, son propre beau-père, étonnamment, Dai Setchen. Très fort ce con quand même. Quant à sa fille, la pauvre, s'il s'agit bien toujours de la même, Khwaljin Beki, après la tentative de la maquer au fils d'Ilkha Sengoum, il n'arrive vraiment définitivement pas à la caser. Et vous verrez qu'il y a un troisième volet avec ça. Outre les Ongirat, il s'attire aussi d'autres alliés, évidemment, notamment selon Rashid ad-Din, le clan mongol Ikires, ayant lui aussi à l'époque rejoint la coalition de Jamoucha, mais qui s'est entre-temps fait attaquer par les Khorolas, un autre clan hostile à Temujin, qui lui aussi faisait partie de l'ancienne coalition. Et du coup, cette agression, ça a poussé les Ikires à changer de camp et à rejoindre Temujin. Et puisqu'un peu plus tard, les comploteurs mongols de la cour de Toril, notamment le vieil Altan, Khutchar, Jamoucha, alliés à d'autres princes, notamment des Tatars survivants, je crois même qu'il y a des Taïtchout qui ont survécu à leur propre semi-génocide, bref, vu qu'ils vont se planter dans leur tentative de prise de pouvoir et vont devoir du coup partir en exil chez les Naiman, leurs hommes vont assez logiquement retourner voir du côté de Temujin. Alors oui, tout ça pour ça, c'est un ping-pong fatigant, j'en conviens, mais il faut aussi se dire que pour les Mongols, la suprématie karaite dans le centre et l'est de la steppe est de plus en plus difficile à supporter. Donc il n'est guère surprenant de les voir changer de camp régulièrement, c'est à celui de leur seigneur qui les en débarrassera en premier, tout simplement. Et puis de toute façon, il n'y a pas que, Le Khana Karaite prend tellement la flotte de toutes parts entre le vieux Toril et l'inefficace Ilkha Sengoum que même certains Karaite, comme Chingai, l'un des futurs plus proches conseillers du Khan mongol, envisagent aussi, et finissent par le faire, de rejoindre Temujin, prestige Karaite ou pas. Le vent tourne. Si votre proposition tient toujours, vous me nommez seigneur. Mais vous désertez ou pas? Je garde mon costard dans un coin, je fais le tour de la forêt avec de temps en temps, comme ça, genre je patrouille, mais sinon je déserte. Je déserte. Se rallient ainsi à lui beaucoup de Mongols parmi les clans Sakhaït, Nunjin, Khujin et d'autres qu'il avait précédemment désertés pendant la bataille. Peut-être même son oncle Daritai, qui pourtant l'avait quitté suite à la punition que lui avait valu son pillage chez les Tatars. Même le clan Khorolas finit par se soumettre. Et ce n'est pas tout. Temujin va carrément chercher ses alliés bien plus loin, n'hésitant pas à marchander pour ça. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer à soupçonner qu'il ambitionne un peu plus que la steppe. Par exemple, les seigneurs nomades Ila Achai et Tukha de l'ancienne famille Khitan impériale, c'est-à-dire la dynastie Liao, qui régnait sur la Mandchourie, la steppe et le nord de la Chine, avant que les Jurchen, peuple de Mandchourie eux aussi, chassent ces foutus Liao et ne s'emparent du pouvoir en 1125 pour fonder la dynastie Jin, eh bien ces seigneurs nomades, Khitan, le soutiennent, si en retour, ils les aident dans leur lutte contre les Jin précisément. Ils gagnent même le soutien de marchands musulmans, Jafar et Hassan, ce dernier apportant 1000 moutons précédemment acquis auprès des Ungut, un autre peuple des steppes. Ces marchands espèrent en effet, avec cet accord, obtenir de bonnes alliances commerciales et la protection de leurs caravanes se dirigeant vers la Sibérie, dont les fourrures sont très convoitées de par le vaste monde. C'est pas tout,
Al-Juwayni, chroniqueur persan du XIIIe siècle, dit même que Temujin se dégote alors des alliés tadjiks et indiens. Il monte les Avengers ou comment ça se passe? Fort de tout ça, et en ayant aussi déduit conséquemment que ses ennemis sont divisés et en plus ou moins mauvaise posture, puisqu'une bonne partie de leurs hommes les désertent pour venir le rejoindre, il envisage sa riposte, et commence par faire parvenir des messages à chacun d'entre eux. Oui, je le reconnais, c'est pas ce qu'il a fait de plus épique jusque-là, mais il faut bien commencer quelque part. Au vieil Altan et à Khutchar, par exemple, il rappelle qu'ils sont gonflés, puisqu'au moment d'élire Khan, en 1186, il leur a d'abord, par respect pour leur aînesse et la prééminence de leur lignage sur le sien, offert le titre, avant de l'accepter face à leur refus individuel. Et puis il rappelle aussi, sans doute pour souligner que leur défection au profit de Toril n'est pas qu'une trahison envers lui, que le pays ancestral des Mongols ne saurait être soumis à de vils étrangers comme les Kereites. Avec des étrangers encore. Le fait est que ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup de peine, tout ce qui se passe en ce moment. Je ne vous le fais pas dire. Des gens comme ça, on devrait les dénoncer. Ce sont des traîtres. Des traîtres, parfaitement des traîtres. Après, une partie de son message, que l'on trouve notamment chez Rashid ad-Din, est curieuse, car visiblement codée. Ne permettez pas que l'on dise que l'entreprise prévue a été menée à bien grâce aux négociations du Chaoud Khoury, c'est-à-dire de lui-même, c'est le titre que lui avaient filé les djinns. N'agissez pas de manière à ce que l'on parle de moi en cas d'échec. Puisque vous êtes maintenant avec lui, avec Toril, restez avec lui cette année. Passez-y l'hiver prochain. Pourquoi serait-ce codé? C'est vrai que le Yuan She, qui évoque aussi ce message, ne lui fait dire que « servez bien Onkran, mais sachez ses dispositions inconstantes. S'il m'a traité ainsi, pourquoi vous traiterait-il mieux ?» Néanmoins, le message dans les deux cas a de fortes chances d'être codé quand même. Déjà parce qu'il sera sans aucun doute transmis en face de Toril, et parce que, de manière générale, les Mongols ont l'habitude des messages détournés. Et quel serait le sens de celui-ci en particulier? Et pas très compliqué non plus, il semble peut-être chercher à faire du vieil Altan et de Khutchar des agents doubles, comme à son habitude, pour obtenir des informations à la cour Kereit afin de mieux planifier l'expédition qu'il compte mener ensuite contre Toril. Malin. Oui, sauf que peu après, comme on l'a vu, ces deux cons, avec d'autres aristocrates, vont devoir partir en exil chez les Naiman puisqu'ils viennent de rater leur coup d'état. Si c'est pas déjà fait, mais la chronologie est toujours complexe à élaborer. Dans tous les cas, Tintin les agents doubles. Mais bon, au moins ça a permis d'affaiblir un peu plus Toril, puisqu'il y perd ainsi une fois de plus beaucoup de dignitaires, voire même de troupes. Évidemment d'ailleurs, c'est à Toril que Temujin envoie ensuite une tartine. Il le sait pertinemment dans la merde, comme d'habitude, entre sa cour rebelle et son fils ambitieux, et il lui rappelle non seulement leur serment mutuel, puisqu'ils sont Anda père-fils, mais aussi tout ce qu'il a fait pour lui. Et son père avant lui. Donc oui, ça fait une très très belle tartine. Ah, il en profite d'ailleurs même pour y glisser certains trucs dont on pourrait plutôt penser qu'il les a avant tout fait pour sa gueule, comme par exemple zigouiller les aristocrates mongols d'Urkin. Mais puisque ceux-ci cherchaient aussi à diriger la steppe, ce qui impliquait tôt ou tard de détrôner Toril, il ne va pas se priver de les rajouter sur la liste. C'est une vieille ruse digne d'un ancien redoutable khan de la steppe occidentale, le grand yak de Khorez. Plus c'est gros et mieux ça passe. L'histoire secrète dit aussi qu'il envoie des messages du même genre à d'autres, dont Jamoucha, évidemment, limite pour le provoquer d'ailleurs, le défiant à demi-mot de faire mieux que ce qu'il a fait lui-même jusqu'ici, mais aussi à Ilkha Sengoum, pour lui dire en gros d'arrêter de se croire déjà Khan des Kereit, puisque leur père n'est pas encore mort. Autant dire que ça lui plaît pas des masses à Ilkha Sengoum. Ah, il l'a triggered, comme disent les jeunes. En même temps, Ilkha Sengoum se souvient surtout que, certes, Temujin lui a sauvé les miches par le passé, mais enfin il avait tout de même tendance, plutôt qu'à le prendre pour un frère, à se foutre de sa gueule, disant qu'il n'était qu'un jouet ou carrément que sa tronche ressemblait au cul d'un mouton. En même temps, c'est typiquement le genre de truc qui se dit entre frangins, non? Bref, Ilkha Sengoum n'est pas dupe. Dans ses messages se cachent moins des reproches qu'une véritable provocation de guerre. Selon Rashid ad-Din, Toril lui laisse alors la main quant à la réponse à renvoyer. L'histoire secrète, elle, nous dit que Toril y regrette d'avoir trahi Temujin, mais c'est beaucoup moins probable. On l'a déjà vu 1000 fois, le vieux, il est plus retors que gâteux. Ilkha Sengoum demande alors à ses officiers de tenir les troupes Kereit prêtes, sachant que le combat à venir risque d'être décisif. Comme le lui fait dire Rashid ad-Din en parlant de l'Ulus Kereit, c'est-à-dire de l'entité politique Kereit, de l'État Kereit, s'il est victorieux, notre Ulus sera à lui. Si nous le sommes,
le sien nous appartiendra. Après tous ces longs préparatifs, il semblerait donc que certes Temujin va pouvoir retenter sa chance, mais que c'est la dernière. Si jamais il est vaincu à nouveau, il n'y a guère de chance qu'on le laisse survivre une fois de plus. Et ça, il le sait aussi bien qu'Ilkha Sengoum. À l'été 1203, toujours auprès du marécageux lac Baljuna, Temujin va en ce sens mettre en place un serment de fidélité réciproque entre lui et ses principaux soutiens et lieutenants, sachant que s'il est vaincu, ils ont peu de chances d'y survivre eux-mêmes. C'est le serment du Baljuna, et ceux qui le prêtent sont connus comme les Baljuntu, hautement honorés ensuite au sein de l'immense empire mongol. Ceux qui le prêtent s'engagent ainsi à partager les fruits, doux ou amers, qui résulteront de cette lutte à mort contre les Kereit, dont le joug sur les Mongols et le reste de la steppe n'est plus supportable. Ou bien, s'ils contreviennent à leur serment, ils s'engagent à devenir comme les eaux fétides du Baljuna lui-même. Et pour mieux souligner cet engagement, tous doivent alors boire à l'eau boueuse du lac. C'est pour ça qu'on les connaît par la suite comme les buveurs d'eau boueuse. Enfin, j'espère quand même qu'on les a prévenus avant, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce picrate? On a changé de fournisseur? Ça valait le coup. C'est une blague? Bien que l'histoire secrète n'en parle curieusement pas, peut-être selon certains pour préserver le côté occulte de ce serment de l'élite de l'Empire au sein de celui-ci, on ne peut douter de son existence. Les autres sources, Rashid ad-Din, le Yuan She, le Shengu Qingdenglu, etc., y font abondamment référence. Néanmoins, la chronologie mongole fait toujours autant chier. Quand a-t-il lieu? Pendant la retraite après la bataille? Une fois installé fraîchement auprès du lac Baljuna? Ou une fois que Temujin refait à envoyer ses messages? Sans doute plutôt là, puisqu'on y trouve des seigneurs de clans qui n'avaient pas rejoint Temujin avant, et parce qu'on n'y trouve pas en revanche Ruyildar, qui est mort de ses blessures peu après la bataille. Oui, le fameux qui fait une percée magnifique et qui après meurt comme un con parce qu'il est allé chasser alors qu'il aurait mieux fait de rester pioncé. Reste à savoir maintenant où et comment se foutre sur la gueule sans trop y laisser de plumes. Les Kereit, c'est du costaud. Eh bien c'est son frère Khassar, bizarrement, qui lui fournit le moyen. Oui, parce que, rappelez-vous, on ne sait pas exactement où il est depuis la bataille de Khala Khaljit, lui. Séparé des Borjigid pendant la bataille, il a fini par les retrouver récemment, après avoir longuement erré suite à une attaque Kereit sur son campement, où on lui a piqué sa femme et ses gosses, survivant ensuite en volant des œufs dans des nids, en bouffant des charognes et du cuir, tout seul, comme un con, dans la steppe. Je veux bien, mais un an c'est quand même assez long. Donc soit Khassar est vraiment pas doué pour s'orienter, soit Temujin était vraiment bien caché, soit il faut chercher ailleurs. Je me demande en effet s'il ne faut pas plutôt envisager, sachant que Khassar était jaloux de son frère et envisageait lui-même de dominer la steppe, même Rashid ad-Din nous le dit, eh bien qu'il a aussi cherché à profiter de la défaite de Temujin pour aller fricoter avec Toril, où il a peut-être même, avec les autres seigneurs mongols, participé à cette espèce de coup d'état foiré. Ce qui le pousserait ensuite un peu plus logiquement à revenir la queue entre les jambes auprès de son frangin, qui lui, en revanche, a entre-temps refait ses forces. Frangin qui d'ailleurs ne semble pas l'avoir beaucoup attendu après la bataille, contrairement à Borchu, Borokhul et Ögedei. Et il ne serait pas tellement étonnant non plus que par respect pour la famille devenue entre-temps impériale, ou pour sauver leur propre miche beaucoup plus prosaïquement, les chroniqueurs postérieurs évitent de trop mentionner ça. Mais c'est une théorie. Bref, ce serait bien le retour inopiné de son frère qui lui fournirait le moyen de triompher une fois pour toutes des Kereit. Kereit qui, à l'inverse, n'attendent que l'occasion de se débarrasser de lui définitivement. Mais nous verrons ça la prochaine fois, dans l'ultime épisode de son ascension au pouvoir jusqu'à son élection comme Chinggis Khan 3 ans plus tard. L'épisode est déjà écrit, il y aura beaucoup à dire, la vidéo sera très dense, puisqu'il y a encore beaucoup à faire. Ça peut être long 3 ans. Et de fait, tous dans la steppe, Merkit, Kereit, Naiman, Oirat, tous semblent fort peu disposés à accepter sa suprématie et vont bien le lui faire savoir. Pourtant, en 1206, cette suprématie est déjà beaucoup plus tangible. Oh, et après quoi, on pourra enfin parler du courant historiographique alternatif et jeter un regard nouveau sur toute la série qu'on aura traversée au préalable.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a bien plu parce qu'elle existe tout simplement, et c'est un bon début, j'estime que c'est un bon début quand on n'a rien publié depuis le mois de novembre. Voilà, c'était plutôt rassurant de publier quelque chose à nouveau. On en a déjà parlé, mais en vrai ça a été un stress assez épique de me dire « Ah, c'est cool, j'ai jamais autant bossé, mais je ne publie plus ». Je lis beaucoup, des articles, des thèses, des machins, des trucs, dans plusieurs langues, rien, mais je n'arrive plus à publier. Ça commençait à être un petit peu inquiétant. Mais bon, en vrai... Vous pouvez remercier d'ailleurs le camarade sur le champ, puisque c'est avec lui que j'en ai pas mal parlé, et qui m'a dit fais un truc concret, reprends des notes, une série que tu as laissée en plan, finis-la. Et merci à lui, hein, vous pouvez vraiment le remercier, parce que sinon je pense que j'aurais pas forcément été de retour si tôt que ça. J'étais complètement perdu dans ma nébuleuse. Alors oui, j'ai déménagé, hein, ça a pu jouer, vu que quand on passe beaucoup de temps chez soi comme moi, changer de chez soi, c'est normal que ça puisse changer 2-3 habitudes. Après, c'est casse-gueule. J'ai compris par exemple que ces fameuses notes que j'ai laissées en plan depuis juillet, en fait, c'est donc la vidéo que vous venez de voir et celle que vous verrez le mois d'après, en avril. Donc, oui, je vais l'espacer d'un mois, je vous dirai pourquoi après. Mais enfin, on a toujours fait comme ça déjà, globalement, puis ça va me laisser le temps de travailler la suite. La suite, elle est là. Vous la voyez pas, elle est hors champ là, mais après vous allez la voir parce qu'elle sera dans le champ, parce que je vais la prendre, je vais la mettre là. Il y a sur le champ et il y a hors le champ. Voilà, hors le champ, elle est là pour le moment. Bref. Oui. Ces notes, je les avais donc depuis le mois de juillet, donc en soi on pourrait dire que j'ai déconné, hein. J'aurais très bien pu, si j'avais pris le mois d'août pour écrire ces notes, pour transcrire ces notes au propre, j'aurais très bien pu avoir une vidéo en septembre et une vidéo en octobre qui aurait été la suite des aventures de Temujin telles que vous allez les voir maintenant, enfin que vous venez de la voir et que vous allez la voir. Mais en fait, c'est toujours un peu compliqué à estimer en avance, ce que représentent les notes une fois qu'elles sont transcrites au propre, hein. Ça peut être... Je veux dire, oh tiens, dis donc, il y a tant de signes, ça va donner tant de signes après. Non, c'est un peu compliqué. Quand je parle des signes, je ne parle pas des oiseaux aussi. Je le précise. Pourquoi, je ne sais pas, mais je le précise, je suis un peu fatigué. Donc, je n'aurais pas pu anticiper, mais en même temps, là où j'ai été con, c'est là que je comprends ma connerie, c'est que, déjà, je n'anticipe jamais, hein, soyons honnêtes, je ne suis pas organisé. Moi, quand j'ai des informations, je vous les donne, et je ne calcule pas, et je ne retiens pas, et je ne projette pas. Moi, le mois d'après n'existe pas, je suis toujours dans le mois maintenant, notamment en termes de publication. Je suis le seul gland qui fait ça à ma connaissance, hein, parce que quand j'en discute avec les collègues, ou je vois de manière générale comment ils bossent pas trop comme ça, hein, ils ont des vidéos d'avance. Moi pas. Et typiquement, la vidéo que j'ai faite sur le lieu en hiver et Beckett, j'aurais très bien pu la diviser en deux. Ça faisait 2 vidéos de 45 minutes, c'était très honnête. J'aurais pu la diviser en 3. Ça faisait 3 vidéos de 30 minutes il y a 3-4 ans, ça n'aurait choqué personne. Mais non, je calcule pas, je donne, je transmets, hop, hip, hop. Et le problème, c'est que du coup, voilà, j'ai pas publié pendant pas mal de temps et ça m'a beaucoup stressé, donc merci d'avoir été patient, d'avoir attendu jusque-là. Merci de m'avoir soutenu pendant ce temps-là, que ce soit financièrement ou pas d'ailleurs, hein, je veux dire, les tipeurs, les utipeurs, mais aussi les spectateurs qui n'ont pas forcément les moyens de donner, ou pas forcément l'envie tout court. Merci de m'avoir soutenu malgré tout, parce que, voilà, une sorte de deal entre nous quand même, hein, je suis censé publier. Et je ne publiais plus. Ah là là, c'était le grand marasme de cet hiver, mais c'est bon, c'est fini. Merci sur le champ, merci tout ça. Mais il y a quelque chose malheur est bon, parce que justement, on parlait de camarades sur le champ, mais on va parler de camarades hors le champ. Vous allez comprendre, c'est très simple, hein, c'est un jeu de mots nul qui m'est venu pendant que je tournais ce truc. Enfin, ces crédits. En gros, à quelque chose malheur est bon, pourquoi ? Eh bien parce que si j'avais publié les vidéos en septembre et en octobre, eh bien, j'aurais pas forcément pu bosser la suite tout de suite. Puisqu'entre-temps, en décembre 2022, l'ami Simon Berger, oh ça a bougé, l'ami Simon Berger, en même temps c'est le poids de la culture, a soutenu sa thèse en décembre dernier, j'ai assisté à ça, c'était très intéressant, même par rapport à d'autres sujets, j'étais là genre, oh prends des notes, retiens des idées, il y a des trucs intéressants, quel article, bref, et très gentiment, il m'a offert un exemplaire de sa thèse. Et voilà, c'est pour dire que si je ne vais publier la prochaine vidéo, quand bien même elle est écrite, uniquement que le mois prochain, c'est peut-être parce qu'il va falloir que je lise un peu tout ça pour préparer la suite, le fameux courant historiographique alternatif, ça et les travaux notamment de Christopher Atwood, de Lamsuren Munch Erdene et de David Smith, mais plus d'autres, hein, mais déjà ceux-là. Donc voilà, j'ai un petit peu de boulot et c'est très cool, j'en suis ravi, merci beaucoup à lui. Et voilà, donc bon, finalement, peut-être pas plus mal, soyons philosophes, tout ça. Pour la suite, donc, il y aura cette vidéo sur l'ascension au pouvoir jusqu'en 1206. C'est la fin, vraiment, c'est promis, on ne peut pas en faire plus. D'ailleurs, c'est la première fois, dites-vous bien, c'est la première fois que vous allez me voir finir une série. Même moi, hein, je ne suis pas habitué. Une série de 8 vidéos, paf. Voilà. Les débuts de Chinggis Khan en 8 vidéos, paf. C'est la première fois, depuis toute l'histoire de cette chaîne, c'est la première fois que je finis une putain de série, c'est dire. Donc on va finir ça, après quoi on va donc parler du courant historiographique alternatif, il y en a je pense pour au moins 2 vidéos, vous avez vu l'épaisseur de ce machin déjà.
Il y a plusieurs concepts différents à aborder, il n'y a pas qu'un point qui est intéressant dans ce courant, il y en a plusieurs, et vous verrez, c'est vraiment très chouette. Ou alors vous allez rien avoir à en taper, rien en avoir à taper, je sais plus, parce qu'il n'y a que moi qui suis dans ces délires-là, enfin parce que je suis tellement dedans que je suis dans le délire, tout comme le sont, je pense, les gens qui produisent le savoir autour de ça, et peut-être que vous en aurez un peu rien à péter, ce que je pourrais comprendre. Enfin bon, vous verrez bien, hein, puis je sers la science et c'est ma joie. Donc on va aller vers ça, 1 ou 2 vidéos je pense, dans tous les cas des grosses vidéos, ça me paraît évident. Après quoi, bon, je ferai bien un petit truc un peu plus léger sur Mongol de Sergei Bodrov de 2007, ce brave film que j'aime vraiment beaucoup et qui, lui aussi, ne traite que l'ascension au pouvoir de Genghis Khan, puisqu'il s'arrête aussi en 1206 au Kuriltai. On voit pas ce qui se passe au-delà de la Mongolie. Et du coup, après ça, soit on pourra passer aux origines ottomanes, que j'aimerais bien faire avec vous, et j'ai beaucoup bossé ces derniers temps là-dessus. J'ai lu énormément de trucs et il y a plein de vidéos à faire sur des sujets en plus qui sont assez divers. Hein. On va parler des rapports byzantino-seldjoukide au XIIIe siècle en Anatolie, on va parler des Kipchaks, qu'on appelle Koumans chez nous, on va parler de plein de trucs. Et c'est vraiment ouf. Et j'ai peut-être même mis d'ailleurs la main sur des données inédites, en tout cas des analyses inédites du truc. J'ai peut-être, enfin mis la main, non, j'ai peut-être produit. Ça, il faut encore que je le vérifie avec des gens dont c'est la spécialité et le métier. Mais j'ai peut-être mis la main sur, élaborer des théories sympas. Enfin bon, on verra, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a ça. On pourra évidemment, alors quand je dis qu'on va finir la série sur Genghis Khan jusqu'à 1206, c'est on va finir la série sur Genghis Khan jusqu'en 1206. Je suis pas clair, j'en conviens parfaitement. J'entends par là que rien ne nous empêche ensuite d'ouvrir une autre série sur Genghis Khan en dehors de Mongolie, contre les djinns, d'ailleurs on dit les Tsin, mais c'est tellement plus drôle de dire les djinns. Gin tonic, tout ça, il y en a encore pas mal de vannes que j'ai pas faites sur les djinns. Le Khwarezm Shah, etc. Enfin bref, en gros tout ce qu'il va faire en dehors de Mongolie, tout le zbeul qu'il va mettre en dehors de la Mongolie. Et il y en a, je sais qu'il y en a. Donc on pourra lancer une nouvelle série là-dessus, mais d'abord on va finir celle-là, et on verra après. On pourra faire un retour aux croisades, on pourra partir sur Frédéric II comme je l'ai déjà promis abondamment, même si ça aussi ça va être un peu compliqué. Il y a aussi éventuellement un bonus movie historique à faire sur le Genghis Khan de 1965 avec Omar Sharif, parce que c'est rigolo, c'est vraiment très rigolo, c'est les films de ces années-là, quoi. C'est particulier. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire, j'y vois un peu plus clair pour les mois qui viennent, ça fait plaisir, c'était plus le cas depuis pas mal de temps, j'étais en plein marasme. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir soutenu pendant cette période-là, de continuer à le faire, que ce soit en regardant les vidéos, les nouvelles comme les anciennes, que ce soit en laissant des commentaires fort agréables ou fort constructifs aussi, parce que la critique peut être très constructive également. Si Simon Berger n'était pas venu justement me dire que globalement j'avais un peu fait de la merde d'un point de vue historiographique sur ce que j'avais fait par rapport à la partie mongole dans les vidéos sur Guillaume de Rubruck, Jean de Plancarpin et Marco Polo, vous n'auriez pas tout ça. Donc finalement voilà, n'hésitez pas à faire des retours constructifs quand il y en a à en faire, c'est toujours précieux. Et bien sûr, merci également à ceux qui me soutiennent financièrement sur Utip et sur Tipeee. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur l'un de ces 2 sites. Ça sert à plein de choses, notamment à me payer, puis aussi à acheter du matos aussi de temps en temps, pour optimiser tout ça. Notamment maintenant, j'ai un super micro-cravate qui marche d'enfer. Il y a juste un léger petit souci que vous entendrez peut-être dans ce petit bout de vidéo-là que je suis en train de tourner, c'est que bizarrement, maintenant que j'ai un truc qui ne fait plus aucun bruit de fond, quand il enregistre, il peut aussi enregistrer France Inter. Je vous jure que c'est vrai, c'est très drôle, à un moment j'écoutais mes rushs et j'étais là genre... Pourquoi il y a France Inter en direct? Pourquoi j'ai France Inter dans les oreilles? Très bizarre, voilà, j'ai un micro-cravate qui capte France Inter, c'est vachement pratique, c'est un micro très culturel. Donc voilà, merci à tous, merci pour votre patience, merci aussi pour votre enthousiasme, parce que j'ai quand même vu certains dire que les Mongols leur manquaient, et ça je pensais pas, puisque voilà, on en avait parlé l'année dernière, j'avais un peu peur que le sujet vous laisse de marbre, et c'est vrai que je suis rentré dans un détail un peu excessif de tous ces putains de clans, etc. C'est-à-dire que c'est des noms propres que globalement ni vous ni moi n'utiliserons plus jamais, après cette vidéo, hop. Voilà, par exemple, le clan Nunjin, globalement, je ne pense pas que vous allez beaucoup l'utiliser pour briller en société, et moi non plus. Il y a aussi la question du live, c'est vrai que j'avais oublié. Le live, si ça vous intéresse, on pourra en faire un, plutôt sur YouTube, je pense, parce que déjà, j'ai pas ces choses de jeunes là qu'on appelle Twitch et Discord. Donc, on fera plutôt ça sur YouTube, à l'ancienne, même si j'en ai jamais fait moi-même. Et il faudra que vous m'indiquiez un soir qui vous arrange le plus dans la semaine, parce que, comme tant qu'à faire, autant qu'il y ait du monde. Puis on parlera de ce que vous voulez, on pourra parler méthodologie, on pourra parler historiographie, on pourra parler enluminure, parce que j'adore faire des enluminures, on pourra parler de plein de trucs, voilà, donc n'hésitez pas, je vous envoie un sondage dans la gueule d'ici quelques jours, et puis voilà. Merci encore pour tout, portez-vous bien, et à bientôt.